Bonjour, que changerait la loi travail, la loi El Khomri, si elle était appliquée demain dans les entreprises? Alors pour en discuter, pour décrypter les enjeux, Le Monde a décidé d'organiser 3 débats, l'un sur les heures supplémentaires, l'autre sur le fameux article 2 et l'inversion des normes sociales, et puis le troisième que nous avons maintenant sur la question du licenciement. Est-ce que la loi va faciliter les licenciements ou est-ce qu'elle va être au contraire favorable à l'emploi? Alors pour en discuter avec nous, 2 économistes, Axel Lacan, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à l'Institut COE Rexecode, dont on dit qu'il est proche du patronat, et Éric Heyer à l'OFCE, vous êtes aussi économiste. Alors Axel Lacan, on revient d'abord peut-être à l'ambition initiale de cette loi. C'était une demande des employeurs, particulièrement d'ailleurs des patrons de PME, de petites entreprises, qui disaient on a besoin de préciser, de clarifier les conditions dans lesquelles on se sépare d'un salarié. Alors pourquoi cette demande? Alors c'est vrai que le projet de loi précise en fait les règles de licenciement économique, c'est l'article 30 du projet de loi. Juste en quelques mots, la situation actuelle. La nécessité pour l'entreprise de procéder à un licenciement nécessite un motif, une cause réelle et sérieuse, sauf voilà, qu'aucun texte... c'est ce que dit le texte, hein, aujourd'hui. Sauf qu'aucun texte ne définit précisément le caractère réel et sérieux. C'est une notion qui s'est définie principalement par la jurisprudence, d'où une double incertitude pour les salariés, pour les entreprises. Donc c'est le juge, quand vous dites la jurisprudence, en général, s'il y a contestation, c'est le juge qui décide. Exactement, d'où une incertitude sur le motif du licenciement, donc sa validité, et au cas où le juge l'estime abusif, sur le montant des indemnités qui sera versé. Le projet de loi précise en fait quels sont les critères permettant un licenciement économique pour cause réelle et sérieuse, par différents critères, sur le chiffre d'affaires, sur les commandes, en recul. On va y revenir, mais en tout cas l'idée c'était que c'était flou. C'était flou. Et que c'était laissé à l'appréciation, et donc que le chef d'entreprise n'avait pas de visibilité sur ce qu'il pouvait faire ou pas, et risquait à un moment donné d'être rattrapé par le juge. C'était ça l'idée. Éric Heyer, vu du terrain, vu du concret, vu de l'entreprise, est-ce que cette perception-là vous semble correspondre à quelque chose qui est vrai, quoi? Non, mais qu'il y ait une incertitude et qu'il faille combattre l'incertitude, c'est juste, effectivement. L'incertitude juridique était trop forte. Réel et sérieux, ça vous paraît trop vague, trop flou? C'est vague, mais en même temps, je ne suis pas sûr qu'on puisse définir de façon très stricte. Très objective. Très objectif, cela. Donc c'était normal qu'au bout du bout, il y ait quand même un juge qui décide si le motif est réel et sérieux. Alors donc, le juge va rester. Et donc le juge reste. Et donc, parce qu'il fallait rappeler qu'il y avait dans le premier jet de cette loi, également des plafonds d'indemnité. Et donc, c'est-à-dire, en gros, globalement... On met des barèmes. On met des barèmes. Mais on encadre la décision du juge. On encadre la décision du juge, et même le juge n'a quasiment plus rien à faire, puisqu'il n'a qu'à appliquer les barèmes. Donc, on voit bien que il faut jouer sur l'incertitude, enfin essayer de la combattre, mais vous voyez que ça va être très difficile. Et donc, dans cette loi, on essaye de déterminer... Voilà, à partir de quand on a le droit de licencier. Alors justement, ça c'était un point important. Donc là, on va rentrer dans le concret. Donc le texte de loi a été réécrit, il y a eu plusieurs discussions, moutures. Aujourd'hui, donc il précise que pour donner des indications sur la période de difficulté, il faut une baisse du chiffre d'affaires, comparé donc à l'année précédente, et il fait le distinguo entre la taille des entreprises. Ouais. 1 mois pour une entreprise petite, jusqu'à 4 mois pour les entreprises plus grandes. Un trimestre. Un trimestre, jusqu'à 4 voilà. trimestres. Jusqu'à 4 trimestres. Est-ce que cette clarification-là est pertinente? Oui, il me semble que ça a l'énorme avantage de donner une référence, une base sur laquelle à la fois les entreprises et les salariés peuvent se référer. Donc en effet, moi ça me semble un bon critère. Après, le principe même de clarifier est une chose vraiment importante pour inciter les entreprises à embaucher, parce que c'est vraiment ça qu'il y a en toile de fond. Alors, on va y revenir après, mais sur cette catégorisation de trimestre de chiffre d'affaires, ça vous paraît, pour le coup, donner un peu de précision et sortir du flou ou anecdotique, ou aussi contestable? Mais c'est complètement contestable, mais après, tout sera contestable, hein, de toute manière. Mais vous voyez, un trimestre de baisse, on ne sait pas de combien. Alors voilà, alors, si vous faites, mettons pour une entreprise assez grande, un trimestre, vous faites moins 10, et puis le trimestre suivant, vous faites plus 2, alors ça, vous n'avez pas le droit de licencier. Par contre, si vous pour la petite entreprise, attention, celle qui est plus oui. vulnérable. Hein. Et par contre, si on fait 2 fois moins 0,1, on aurait droit à licencier quand il faut 2 trimestres. Vous voyez, qu'on ne mette pas un moment, un niveau à partir duquel ça devient sérieux de licencier. Vous voyez, il peut arriver qu'on ait un mauvais trimestre
et pour autant, ça ne met pas en péril la situation économique. Donc, vous voyez, ça, il va rester un flou. Donc, il est normal que de toute manière, même s'il y a un trimestre, on peut considérer, le juge peut considérer que c'est abusif. Donc, de toute manière, il va... Le juge, donc, ne sort pas du dispositif. Il pourra, faut et que bien le juge évidemment, reste là, toujours bien entendu. Être une issue que... d'interpellation et de décision et de oui, qualification. Parce qu'on sait très bien qu'on peut jouer sur son chiffre d'affaires d'un trimestre sur l'autre. Axel Lacan, il y a un deuxième point qui a fait aussi l'objet de discussions intenses entre les partenaires sociaux, le gouvernement, c'est la question du périmètre en fait. Comment on apprécie cette diminution de chiffre d'affaires? Est-ce qu'on se fonde simplement sur le marché français, c'est-à-dire une entreprise internationale a une filiale française, on regarde, elle est en difficulté, on ajuste, ou est-ce qu'au contraire, il faut considérer l'entreprise comme une unité qui a éventuellement plusieurs filiales, mais donc l'entreprise globalement avec des chiffres agglomérés qui, elle, peut être en difficulté ou en bénéfice? Alors, le critère du périmètre a fait l'objet d'évolutions. Au départ, on était au niveau national. Maintenant, on considère l'entreprise au niveau mondial. Bon, et c'est une bonne chose pour les employeurs? Ils sont... Alors, je crois que voilà, c'est vrai qu'en effet, on peut discuter sur ce critère-là. Néanmoins, je crois que ça change un petit peu le curseur, mais l'idée, l'esprit de la loi reste le même. Après, voilà, on peut discuter en effet sur l'ensemble des critères qui ont été retenus. Parce qu'on peut plaider que, après tout, si une entreprise est en difficulté sur le marché français, c'est pas nécessairement à la filiale espagnole ou asiatique ou américaine de payer pour les difficultés de la filiale française. C'est vrai. Mais on peut dire aussi, à l'inverse, qu'on connaît les situations de prix de transfert et donc d'agir sur le chiffre d'affaires d'une filiale par rapport à une autre, et donc se dire que les entreprises peuvent aussi, en utilisant les prix de transfert, fermer des entreprises et pouvoir bénéficier dans un pays et pouvoir bénéficier donc des licenciements économiques. Donc, vous voyez que c'était normal qu'on se pose la question. Moi, je pense plutôt à la règle, et donc il est normal aussi qu'un juge arrive à savoir si les difficultés sont réelles ou c'est uniquement une histoire de comptabilité aventureuse. Ce qui est important, aventureuse. si on vous suit, Éric Heyer, c'est que précisément, ça évite un peu la créativité comptable. C'est-à-dire que, pour le coup, ça sera un résultat aggloméré, l'entreprise, les comptes sont vérifiés, validés, on pourra apprécier la situation économique réelle de l'entreprise. Voilà, c'est-à-dire que ça va un peu préciser cela, mais on va retomber quand même dans la première question qui était, est-ce que c'est réel et sérieux, vous voyez, parce qu'on n'aura pas défini de façon très stricte, puisque le juge pourra encore décider. Est-ce que le juge est capable d'avoir tous les éléments et de dire avec certitude si c'est dû à un artifice comptable ou si c'est dû à une réalité économique? On en revient un peu au sujet de départ. Donc, vous voyez, je pense que c'était illusoire de penser qu'on pouvait avoir des critères très stricts et que ces critères très stricts allaient limiter l'incertitude. Axel Lacan, c'est aussi difficile de savoir si une entreprise est en difficulté ou est en bonne santé? Bien sûr. C'est difficile. Néanmoins, je crois qu'on peut au moins saluer l'effort qui est fait dans le projet de loi de clarification, qui vraiment est un point important pour inciter les entreprises à embaucher, et notamment pour inciter les entreprises à embaucher en CDI, ce qui permettra de rehausser notre productivité. Alors, justement, là, vous abordez un point très important. L'objectif global de la loi, en tout cas tel qu'il a été présenté au départ, c'était de dire on va apporter une certaine dose de flexibilité et de capacité de négociation de cette flexibilité, et au total, ça sera favorable à l'emploi. Oui, tout à fait. Est-ce que ce qu'il reste aujourd'hui dans la loi, on sait qu'elle a été beaucoup discutée, retravaillée, réécrite, et son champ est aujourd'hui plus modeste, mais est-ce que ce qui reste sera, selon vous, favorable à l'emploi? Oui. À mon avis, oui, parce que ça va permettre aux entreprises de se réorganiser plus rapidement. Ça va permettre une mobilité de la main-d'œuvre également vers les branches plus productives, les entreprises plus productives. Et puis, comme je l'évoquais, ça va permettre un surcroît d'entrée en CDI. Juste pour rappel, aujourd'hui, 10% des embauches seulement se font en CDI, 90% en CDD. Or, on sait que... Vous pensez sérieusement que cette loi-là peut inverser un peu la tendance et redonner plus de force au CDI? Tout à fait, avec un impact favorable sur la productivité, parce qu'un salarié en CDI, on a le temps de le former, de le faire monter en compétences. Éric Heyer, est-ce que vous y croyez, vous? Moi, j'ai un gros doute. Alors, vous voyez, il y a deux cas. Est-ce que d'abord, flexibiliser crée de l'emploi, ou est-ce que flexibiliser permet de lutter contre la dualité du marché du travail, CDD, CDI? Sur la première question, il y a un gros débat chez les économistes. Voilà, les économistes sont divisés. Pas tranché. Vous appartenez plutôt à ceux qui disent ça n'est pas prouvé par des études économétriques. Exactement. C'est-à-dire que le lien flexibilité crée plus d'emplois, ça c'est absolument pas prouvé. On est plus dans le discours selon vous. Voilà, il y a des études qui le montrent, il y a des études qui D'accord. La science économique est assez agnostique. Et d'ailleurs,
D'ailleurs, quand on regarde les deux courants des économistes, maintenant, il n'y a plus personne pour défendre cela. Vous voyez, il y avait la pétition Tyrol, pour faire simple, et la pétition... Le prix Nobel d'économie et l'autre Piketty. Les se deux sont opposés étaient bien sur le thème, non, ça ne crée pas d'emploi. Donc, ils étaient bien sur cette branche-là. En revanche, ce qui différenciait ces deux courants, c'était est-ce que ça va permettre de lutter contre cette dualité, et donc favoriser le CDI par rapport au CDD. Il y en a un qui disait oui, l'autre qui disait non. Donc là aussi, on n'a pas beaucoup de preuves que... Et votre point de vue? Alors moi, mon point de vue, c'est que ça ne va pas... Vous voyez qu'aujourd'hui, la montée, ce qu'a dit Axel, la montée des CDD, c'est la montée des CDD extrêmement courts. C'est-à-dire que si vous regardez la part des CDD de plus de 1 mois, ça n'a pas bougé depuis 20 ans. Ce qui a bougé, c'est la part des CDD de moins d'1 mois. Alors donc, pensez que en flexibilisant quelque peu le CDI, ce sont les CDD de moins d'1 mois qui vont devenir CDI. Moi, ça, j'y crois pas énormément. Mais bon, je ne demande qu'à m'être trompé, mais je ne crois pas que ça joue énormément. Je pense qu'il faut jouer plutôt sur un peu ce que dit Tyrol d'ailleurs par ailleurs, sur une taxation un peu pollueur-payeur. Et donc ça, oui, mais vous voyez... Pour justement contrer des licenciements mais pensez que le licenciement économique va permettre de jouer sur cette dualité. Je pense qu'on se met le doigt dans l'œil. On va devoir en rester là. Je vous remercie et l'un et l'autre. À très bientôt sur lemonde.fr.